Même la Tour Eiffel est restée fermée. La France s'est mise en grève générale hier jeudi. Le pays a tourné au ralenti avec de grandes perturbations dans les transports notamment. Les Français se sont mobilisés dans la rue. Les syndicats français ont mis tout leur poids dans la bataille, avec des cortèges à Paris et en province. Dans la capitale, le syndicat CGT annonce 250 000 manifestants, à la hauteur de la grève de 1995. La réforme des retraites mobilise donc. Parce que cette réforme, elle concerne tout le monde. Et les tentatives de division du gouvernement, parce qu'ils nous ont rabâché les oreilles et nous le rabâchent encore, que ça serait les privilégiés qui voudraient défendre leurs droits, la réponse, elle est aujourd'hui dans les grèves et dans la rue. Tout le monde est concerné et tout le monde est mobilisé. Mobilisation aussi en province, plus d'1 million dans tout le pays selon les syndicats et 300 000 de sources indépendantes. La réforme emblématique d'Emmanuel Macron ne convainc pas après une année de crise des Gilets jaunes. Ce qui m'inquiète moi le plus, c'est que je ne vois pas d'avenir. Je pense que la retraite finira par disparaître. La grève, elle aussi, a mobilisé, en particulier dans le secteur des transports, métro, train et vols annulés en masse. Des grèves reconductibles dans le métro, par exemple. Manif émaillé ici et là d'incidents, casseurs en marge des cortèges, où des véhicules ont été brûlés, des vitrines brisées, avec leur cortège de tirs de gaz par la police, qui avait mobilisé 6 000 hommes pour la seule ville de Paris. Est-ce qu'on peut le dire, cette réforme des retraites a à nouveau enflammé la France, Richard ? Alors enflammé, je ne pense pas, parce que le bilan des manifestations côté violence est plutôt, et fort heureusement, maigre. Les manifestations se sont bien déroulées. Elles ont rassemblé, je crois, selon le ministère de l'Intérieur, à peu près 800 000 manifestants. Donc c'est très important, c'est le début d'un mouvement. Il est évident que le gouvernement va devoir en prendre acte très rapidement. C'est ce qui est d'ailleurs prévu. Toute la question, c'est de savoir ce que le gouvernement peut faire, parce que quand on écoute les syndicats, on vient de le faire, pour eux, il y a une seule concession acceptable, c'est le retrait de ce projet, dont il faut rappeler qu'il n'est pas vraiment un projet, qu'il est plutôt une intention, puisqu'il n'a pas encore fait l'objet d'un projet de loi à proprement parler. Donc on voit mal comment, à ce jour, vu d'un côté la mobilisation dans la rue, de l'autre les exigences des syndicats, ce que le gouvernement peut faire, tout mi-chemin se heurtera à la résistance des partenaires sociaux. Et ce qu'il faut rappeler et expliquer, c'est que ça continue, on est vendredi, ça continue. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va s'installer dans la durée ? Est-ce que c'est là-dessus que va se jouer le bras de fer entre le peuple français et ses autorités? C'est vrai que la semaine prochaine est primordiale et très importante parce que le mouvement va continuer. Il y a une grève très attendue, une grosse manifestation prévue mardi prochain, des grèves qui vont se poursuivre un petit peu partout, que ce soit dans les transports, dans les écoles. Enfin, bref, ça commence un petit peu à monter. Et c'est vrai que du côté du gouvernement, on regarde ça de très très près. Et pourquoi ? Parce que la semaine prochaine se joue finalement presque une partie du quinquennat. Est-ce que le gouvernement, s'il doit lâcher, lâchera énormément ? Qu'est-ce qu'il peut lâcher de plus aujourd'hui que de faire des concessions sur un certain nombre de points, catégorie par catégorie ? On a parlé du fameux âge du grand-père, c'est-à-dire du moment où la réforme doit rentrer en compte pour 1963 ou 1973, etc. Donc pour le gouvernement, c'est essentiel. Et pour Emmanuel Macron, il joue là aussi une partie de son quinquennat. S'il doit lâcher à partir de la semaine prochaine ou dans les jours et dans les semaines qui viennent, on va comprendre ce qu'il reste de possible pour ce gouvernement et effectivement de savoir l'incarnation aujourd'hui pour un Emmanuel Macron dont l'envie était de transformer le pays, de savoir jusqu'où il peut aller et s'il doit lâcher, il restera plus grand-chose de ce quinquennat. Robert, vous êtes basé à Washington, vous voyagez beaucoup. Comment elle est vue cette France avec ce président Emmanuel Macron qui est dans un moment peut-être un petit peu compliqué, ces Français qui descendent dans la rue assez régulièrement, quel regard est... Je ne vais pas décevoir ceux qui nous regardent, mais aux États-Unis, évidemment, toute l'attention est sur la procédure de destitution du président Trump. Donc, je ne pense pas qu'on s'intéresse trop à ce qui se passe ici. Je pense que ce qui est vrai aux États-Unis, comme dans certains autres pays, on regarde avec une certaine admiration, surprise, étonnement parfois que, vu les garanties sociales qui existent en France et qui sont complètement incomparables à celles qui existent aux États-Unis, où on est en train de se disputer, de se battre pour les prochaines élections pour savoir si l'assurance maladie doit être quelque chose de public et offert à tous. Et donc, évidemment, la comparaison avec la France est assez négative pour un pays comme les États-Unis qui fait figure de dinosaure en ce qui concerne les protections sociales. Donc, je pense qu'on regarde ça avec un peu d'étonnement. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour les Américains, c'est pas un sujet central. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Aux États-Unis, ils n'ont rien, on va passer de couverture. Est-ce que, du coup, les Français sont des enfants gâtés quand ils descendent dans la rue manifester ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont
raison de s'inquiéter pour ce pacte social en France et pour ses acquis sociaux. Ils sont absolument pas des enfants gâtés et preuve est que, alors que ça les concerne en premier lieu et que ça les embête en premier lieu, la majorité des Français soutient ce mouvement de grève. Je pense que tout le monde a conscience qu'il s'agit, ça touche absolument tout le monde. On a conscience justement qu'on est en train de détricoter un petit peu un modèle que tout le monde nous enviait. Et voilà, et d'où cette mobilisation. Et je dirais aussi peut-être qu'Emmanuel Macron paye, alors d'abord le fait que sa communication est quand même très défaillante, hein, il y a eu beaucoup de problèmes. Et puis aussi, c'est la suite du mouvement des Gilets jaunes où tout le monde a pris conscience un peu de la grande précarité dans laquelle vivaient un certain nombre de Français. Et cette précarité va s'augmenter jusqu'au moment des retraites. Et voilà, et surtout, il y a eu un défaut de communication parce que l'idée, c'était que tout le monde soit à peu près égal devant la retraite, qu'on commence à enlever les régimes spéciaux, à faire. Et puis maintenant, on voit qu'ils lâchent des concessions par secteur. Parce qu'en fait, alors c'est presque le contraire de ce qui était voulu et ce qui était affiché. C'est étonnant. Ce qu'il faut rappeler quand même aussi, c'est que les Français sont dans la rue, mais finalement, la retraite, dans le fond, la réforme, en fait, on ne sait pas exactement de quoi elle sera faite, puisque pas encore. Normalement, ça devrait être annoncé la semaine prochaine. C'est tout le paradoxe. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des concertations avec les syndicats. Il y a d'abord un monsieur retraite au gouvernement qui est censé donner l'ensemble de ces concertations en début de semaine prochaine, et un Premier ministre qui parle un petit peu tous les jours, dont on nous annonce qu'il pourrait aussi avoir une grande allocution pour la semaine prochaine en nous annonçant les pistes de réforme. Et la loi n'est pas encore écrite, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans cette loi. Simplement, allez, on va dire qu'on manifeste par précaution, c'est-à-dire que de la peur de perdre beaucoup, on se montre dans la rue. C'est aussi un signe, finalement, que le pays démocratique ne va pas si mal. Le gouvernement propose, fait des réformes, les syndicats s'opposent, sont dans la rue. Donc a priori, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, parce que ça a toujours été comme ça en France. C'est pas la première manifestation, c'est pas la première réforme des retraites. Chaque président de la République a eu sa réforme des retraites. Oui, mais on se souvient Nicolas Sarkozy, François Hollande, on se souvient de la tentative de 95 qui avait bloqué le pas pareil, pays. c'était sur l'assurance maladie. Voilà, mais voilà. Donc il y a eu un petit peu trop de choses en 1995. Et là, c'est vrai que ce gouvernement a regardé de très près ce qui s'était passé. La comparaison est passé. avancée. Est-ce qu'un 95 pourrait se reproduire, c'est-à-dire une contestation dans la durée qui bloque et qui oblige les autorités à revenir en arrière, Richard? Alors, c'est tout l'enjeu, et c'est le pari des syndicats, qui en plus ont joué au maximum la coïncidence des dates pour rappeler ce spectre de 1995. N'oublions pas aussi qu'Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, est le disciple, en quelque sorte, d'Alain Juppé, qui en 1995 était chef du gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, tout juste élu, et qui a dû reculer. Donc les symboles ont leur importance de ce point de vue-là. Peut-être deux éléments. Le premier, il y a bien sûr un problème de communication, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à vraiment ce package de la réforme des retraites, mais il y a autre chose. Emmanuel Macron a sans doute fait une erreur stratégique. La réforme des retraites aurait dû venir plus tôt dans son quinquennat. Au fond, il avait, naturellement, après son élection, le vent en poupe. Il a choisi tout de suite de mettre sur les rails la réforme, les ordonnances sur le marché du travail et ensuite la réforme du statut de la SNCF. Sur ces deux dossiers, il faut reconnaître qu'il l'a emporté la partie. Les retraites viennent tard et à un moment où, comme vous l'avez dit, les Gilets jaunes ont commencé à fracturer l'opinion. Donc ça, c'est l'erreur stratégique. Autre chose, je crois, important, c'est que quand même, il faut poser ce débat sur les retraites. Et moi, ce que je trouve inquiétant pour la France... Donc ce que vous nous dites, c'est que cette réforme des retraites est nécessaire. Parce que tout le monde, moi, tout le monde a l'air de dire il faut réformer, il faut réformer. Quand on regarde les chiffres et l'équation macroéconomique française, il me semble qu'une réforme des retraites est indispensable. La difficulté en France, c'est qu'on n'arrive pas à réformer dans le dialogue social, et un dialogue social qui fonctionne. Donc comment on fait? Mais cette idée, quand on entend les syndicats, qu'on peut rester sur le statu quo, qu'on peut maintenir ce régime parce que ce régime est, j'entends, le meilleur du monde, ça ne me paraît personnellement pas plausible. Surtout l'âge de départ à la retraite, qui est le symbole qui partout fort. En Europe est quasiment supérieur à celui de la France. Comme le disent certains, arrêtons de nous mentir, on va travailler plus longtemps. Donc ça, oui. Après, est-ce que la réforme en elle-même, telle qu'elle sera posée, parce qu'on n'en sait pas exactement tout le début et la fin, c'est peut-être dans les détails que va se nicher le diable, justement. Parce que l'âge de départ, certes, il risque de bouger, peut-être pas dans cette réforme-là, mais dans les suivantes. Il y a une question financière extrêmement importante, c'est un régime en déficit, et là, pour l'instant, de ce que l'on sait, il n'est pas question de mesures d'économie. C'est une demande des syndicats très forte, il n'est pas question de mesures d'économie pour boucher les trous.
Donc finalement, on réforme, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faudra encore de nouvelles réformes pour éponger les dettes. Alors, en campagne pour la présidentielle, le candidat Macron, à l'époque, s'était présenté comme celui qui mènera une transformation en profondeur du pays. Il est aujourd'hui à mi-mandat, vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il joue son quinquennat ou la fin de son quinquennat en ce moment ? S'il échoue sur la réforme des retraites, c'est-à-dire si tout ça se termine même pas par une semi-réforme, mais par des mesurettes, clairement, sa capacité à réformer le pays sera entamée. Elle l'est déjà. Par ailleurs, il est en campagne électorale. Ne l'oublions pas. Donc, la difficulté qu'il doit assumer aujourd'hui, c'est que comment continuer de vouloir transformer le pays alors que tout indique qu'il va se représenter ou qu'il envisagerait de se représenter. Donc là, je crois qu'il est pris dans cette contradiction. Et aujourd'hui, sur ce dossier-là, cet étau, il est absolument fatal. Il peut aussi l'emporter peut-être et sortir par le haut, peut-être éventuellement. Et par rapport à tous ses prédécesseurs qui n'y sont jamais arrivés, est-ce qu'il a oui, il y a une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'on va regarder de très près également un petit peu l'opinion publique, voir comment ça prend. Si les Français en ont ras-le-bol de cette grève et de ces manifestations au long cours, c'est sûr qu'à un moment il y aura une inversion des courbes de l'opinion publique, peut-être en faveur justement. Ils sont pas mécontents d'avoir une réforme des retraites. Ils sont d'accord avec le mouvement, mais ils ne sont pas mécontents d'avoir une réforme de retraite. C'est là où il faut regarder. Par contre, il y a une posture politique qu'il va falloir regarder aussi de très près pour le président de la République. C'est qu'il a beaucoup misé sur un axe très à droite, finalement, Emmanuel Macron. Et à droite, ce qu'on veut, c'est de l'ordre, c'est tenir bon dans la réforme. Et si jamais il devait, rétro-pédaler, il perdrait là peut-être un électorat qu'il est parti chercher, un électorat qui se retournerait vers ses d'anciens partenaires. Et dans ces cas-là, il perdrait un fonds de commerce important qu'il a réussi à récupérer et capitaliser et depuis quelques mois. Selon un sondage diffusé lundi, le sentiment qu'il ose faire des réformes impopulaires mais nécessaires est en fait la principale raison qui est avancée par les Français qui soutiennent son action à hauteur de 39%. Quel commentaire ça vous inspire ? Les Français ont envie d'être tenus ? Les Français ont envie que ça marche, qu'on leur propose une bonne réforme. Mais je pense que c'est très juste ce que vous disiez, c'est-à-dire que moi je vois pas comment très bien ça pourrait finir bien, étant donné que ça soit une réforme à minima ou l'abandon d'une réforme, il va mécontenter tous ses partisans et tous les partis politiques. Si en effet il y a une réformette, la droite ne sera pas contente. Si jamais il y a une grande réforme, donc je vois pas très bien comment il peut s'en sortir. Je me tourne vers le spécialiste de la résolution des conflits autour de la table, c'est vous. Est-ce que dans une situation de blocage comme celle-là, que peut faire les Français et Emmanuel Macron pour avancer ensemble ? Je préfère pas trop m'avancer, mais je pense que les dilemmes que j'entends sont des dilemmes qui sont tellement typiques de la politique de tous les jours. C'est-à-dire que est-ce qu'on va lâcher du lest, auquel cas on perd un peu de sa crédibilité, ou est-ce qu'on va à fond, auquel cas on perd un certain soutien dont on a besoin ? Et je ne connaissais pas les problèmes de communication, mais c'est évidemment essentiel de pouvoir communiquer, de pouvoir s'assurer qu'on a avec soi une majorité des gens, parce que j'ai vécu en France. C'est pas la majorité qui vise. Non, mais je pense que les Français aussi là veulent une sorte de recherche d'égalité devant la loi, quoi. Et c'est là où il a vraiment péché par défaut de communication, c'est qu'on a l'impression qu'il s'engouffrait dans toutes ces exceptions qu'il y a et qu'il donnait des petites bribes aux uns et aux autres pour se concilier. Et donc là c'est vraiment le contraire de ce qu'ils peuvent accepter. On sait bien que c'est en déficit, on sait bien qu'on vit beaucoup plus longtemps, donc évidemment on va devoir travailler beaucoup plus longtemps. Mais voilà, il faut clarifier les choses et comme vous disiez, il faut aussi que tous les partenaires sociaux participent à l'élaboration de cette réforme. Richard ? Oui, au fond, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, l'action d'Emmanuel Macron n'est plus lisible et claire. Sa force, quand il s'est présenté comme candidat, et pendant la première année de son mandat, c'était que l'idée de transformer la France, on pouvait être contre, bien évidemment, mais elle était claire. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement ce qu'il veut faire, et la meilleure preuve, c'est que sur la réforme des retraites, regardez le programme. Le programme avait un message clair, c'est-à-dire on va égaliser, on va supprimer les régimes spéciaux, on va unifier ce système parce qu'il est devenu trop compliqué à gérer, bureaucratique, et ça n'est plus tenable. Ce message-là, il était clair. Mais petit à petit se sont engouffrées d'autres variables économiques, etc., qui ont fait peur, tout simplement. Et la difficulté, on l'a déjà dit sur le plateau, la difficulté, c'est que Emmanuel Macron génère de la peur et de l'inquiétude et qu'il est de plus en plus clivant. Et ça, c'est une posture très difficile. Et c'est vrai que ces manifestations-là, si elles deviennent une sorte de référendum contre Emmanuel Macron, c'est là le danger, effectivement, c'est la personne. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui en avait pâti. C'est-à-dire que dans la rue,
les manifestations n'étaient plus contre des mesures, quelles qu'elles soient, mais contre une personnalité. On dit souvent que la France est impossible à réformer. Vous précisiez, Richard, tout à l'heure que pendant la première partie de son quinquennat, Emmanuel Macron a réformé, il y est arrivé. Donc en effet, la France est impossible à réformer, ou est-ce que les dirigeants français s'y prennent mal ? Impossible, non, mais elle est devenue en 2 ans beaucoup plus difficile, sans doute, pour des réformes qui, encore une fois, ne sont pas comprises par le grand public, par l'opinion, comme suffisamment égalitaires, et le bien fondé, au fond, des mesures n'est pas accepté. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans la phase qui reste avant la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire en 2022, je ne crois pas qu'il soit possible de continuer des réformes en France. Vous évoquez les gilets jaunes. La France qui s'exprime aujourd'hui, c'est celle qui a peur d'un déclassement, si on essayait de la définir ? Oui, et je pense que ça dépasse les gilets jaunes, ça concerne pratiquement tout le monde. Tout le monde a peur du déclassement. Et aussi, moi je dirais qu'il y a eu avec Emmanuel Macron un vice intrinsèque, c'est que les gens ont pensé élire quand même un président de centre-gauche, et qu'en fait il fait une politique très clairement à droite. Et donc voilà, en fait là aussi, sur ces retraites, il paye un peu cette ambivalence, cette ambiguïté. Je vous laisse conclure, Michael. Non, le problème, effectivement, c'est la recherche de la majorité, la recherche du consensus absolu. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que dans les 1 an et demi, 2 ans qui restent, parce qu'on est toujours en campagne permanente en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, est-ce qu'il pourra réussir à réformer? Si cette bataille-là, il n'arrive pas à la gagner, c'est terminé. Il n'y aura que des mesurettes, mais la mère des batailles, comme elle est appelée au sein du gouvernement, j'allais dire qu'effectivement, elle porte vraiment son nom, parce que s'il réussit là, on pourra dire qu'il a réussi une partie de son quinquennat, en tout cas en faisant passer 1 ou 2 grandes réformes, mais si celle-là, elle ne passe pas, ça sera très compliqué. Et question qui se pose maintenant, donc combien de temps ça va durer, et comment la bataille de l'opinion va départager tout ça. On en reparlera.